Les heures passent. Dans 2 heures, le Conquérant sera satellisé. Mais au moment où le pilote effectue les manœuvres, pour caler le moteur gravitique sur la planète, une panne intervient. Après examen, le cristal pensant confirme qu'une rupture du bobinage principal s'est produite. Le noyau de la bobine annulaire est fracturé. Cela provoque par moments des coupures de la propulsion. Il est possible, dit alors Jaman, que la propulsion reprenne dans quelques instants. Mais je vais envoyer 2 hommes sur la bobine pour faire une réparation de fortune. Nous n'avons pas de chance, dit Jacques. D'abord, nous perdons la propulsion éthérique, maintenant le moteur gravitique. Que va-t-on perdre par la suite? Tout au long de ce parcours, il ne nous arrive que des problèmes. Novam, qui jusqu'à présent, bien que dans le poste de repilotage est resté en retrait, intervient. Jacques, tu t'inquiètes à présent. Pourtant, ta destinée t'a mené déjà très loin de ton point de départ. Crois-tu que c'est ici la fin? Je ne sais pas. Alors maintenant sache pourquoi tu es là. Fais confiance en ta destinée, car je dois te dire, après t'avoir observé et entendu l'histoire de ton aventure, que tu es élu pour accomplir cette mission. Pourquoi fais-tu tout cela? Qui te donne cette force? Je fais tout cela pour la personne que j'aime. Lorsque je pense à elle, tout s'arrange. Quelle est cette personne que tu aimes tant? Cette femme, elle s'appelle Aqualus. Elle est la lumière de mon cœur. Aqualus? Comme les choses sont étranges et se recoupent parfois avec netteté. Ce que je vais te dire va te surprendre, Jacques. Vous ne pouvez la connaître. Elle a juste 30 ans. Justement, j'ai eu l'occasion, avec Neuf, d'échanger des moments de notre vie. Il me confia qu'il avait sur le Nice 2 enfants, des sœurs jumelles, n'ayant que quelques mois à l'époque, qu'il avait dû abandonner à un ami sur le Nice, et qu'il les avait baptisées Aqualus et Clara. Si c'est bien de la même femme que je parle, tu es sans aucun doute celui qui enflammera l'univers, et tu parcourras ton chemin jusqu'au bout. Comment est-ce possible? Je croyais qu'Aqualus était fille de militaire. Son père adoptif, certainement. Du reste, je crois que l'ami de Neuf était un pilote réputé dans l'armée. Jacques commence à comprendre. Alors, si l'élu de son cœur est sa fille, où est le hasard? Novam lui dit encore. Mais si tu l'aimes vraiment, pourquoi n'es-tu pas avec elle? Quel est le rapport entre le fait de l'aimer et d'être séparé? Les circonstances de notre séparation ne sont pas de notre fait. Oh! Il me semble que l'amour unit les hommes et les rend inséparables, Jacques. Connais-tu réellement l'amour? Peux-tu m'en donner une explication autre que celle entendue quotidiennement par tous les hommes de l'univers qui pensent au rapport homme-femme? Non, mais je pense à autre chose. Jacques, découvre véritablement l'amour, alors je te garantis que tu ne tarderas pas à rejoindre celle que tu aimes. À ce moment, Alof Jaman s'écrie. Ça y est, c'est reparti, le moteur fonctionne. La planète de glace et de feu, nous arrivons. 15 minutes plus tard, l'astronef est stationnaire. Sous lui, à 2000 kilomètres, une bande entre lumière et ténèbres s'étend à perte de vue, du nord au sud. Starker, qui s'impatiente, demande. Alors, mon cher Idriss, donnez-nous vos conclusions. Eh bien, je dois avant tout vous dire que cette planète n'a pas toujours été ce qu'elle est actuellement. C'est-à-dire, et puis arrête de nous faire attendre, viens-en droit au but. Oh, ces pilotes sont toujours impatients. Il semble que pour une raison absolument inconnue, elle se soit arrêtée. Maintenant, j'ai trouvé une zone qui paraît habitable, à la lisière de la nuit. Il y a des plateaux qui sont un peu plus illuminés et chauds, mais très proches de la zone d'ombre, ce qui nous évitera les brûlures de l'étoile qui rend aride le sol du désert de la face lumineuse. L'atmosphère est composée d'oxygène, d'azote, hélium et ozone en altitude. Cela pourrait être une planète idéale pour y vivre, mais... Alors, c'est bon, nous pouvons nous y poser? Demande Starker. Bien sûr. Maintenant, à notre verticale, dans la zone que j'ai établie. Il y a 3 sites au choix. À vous de déterminer.
Jacques demande aussitôt. Noèse, qui est la plus jeune d'entre nous, peut-elle choisir? Bien sûr, répond Starker. Noèse regarde avec attention et sans hésiter, choisit la zone la plus haute de toutes. Starker fait signe à Alof Jaman. Que tous soient prêts à se poser, dit-il. La descente se fait en douceur, tout se passe bien. Mais, à 2 mètres du sol, alors que tous commencent à se détendre, le moteur s'arrête subitement, et le vaisseau tombe lourdement dans un fracas énorme. Mais, ils sont posés maintenant. Bon sang, nous aurions pu tous y passer. À quelques secondes près, le vaisseau se fracassait sur le sol et nous aussi, dit Starker. Tous sont sains et saufs. À travers les hublots panoramiques découverts, ils observent la planète avec étonnement. La lumière de l'étoile éclaire l'astre de ses rayons presque horizontaux. Un léger arc orangé apparaît à l'horizon. Les minutes passent et l'étoile ne bouge toujours pas, immobile. À l'opposé du spectacle lumineux, c'est la nuit qui s'enfonce à l'infini. Des échos de glace se reflètent, laissant suggérer l'immensité du désert gelé sans vie. Pas de surprise. Mais Starker se questionne. Je me demande ce que nous allons devenir dans l'état où se trouve notre vaisseau. Nous ne pouvons peut-être pas repartir. Je vais faire l'inventaire des dégâts. Il faut s'organiser pour un long séjour en vue. Nous devons aussi contrôler l'état de nos réserves d'eau et de nourriture. Si nous nous trouvons limités, nous devrons rechercher sur la planète s'il existe de quoi reconstituer des stocks. Combien de temps devrons-nous rester ici? Je n'en sais rien. J'espère un jour. Mais peut-être une vie aussi. Quand penses-tu pouvoir sortir et explorer cette planète? Demande Jacques. Y a-t-il une raison de l'explorer, mis à part le fait d'y trouver de la nourriture? Peut-être y en a-t-il une, déclare Novam. Si après être passé dans un trou éthérique et avoir pu, malgré nos problèmes de propulsion, arriver jusqu'ici, nous avons certainement quelque chose à y découvrir, dit Jacques. Restons ensemble pour l'instant. Occupons-nous de notre vaisseau. Tâchons de le remettre en état. Car c'est notre seule protection contre les agressions extérieures. C'est presque notre enveloppe corporelle. Je demande à tous de faire le maximum pour qu'ils puissent encore nous abriter aussi longtemps que possible. Tous sont d'accord, et maintenant ils se répartissent les tâches. Noèse et Novam s'occupent de vérifier l'état des réserves alimentaires. Jacques et Alof Jaman vont répertorier les dégâts sur les propulseurs éthériques. Starker et 3 hommes partent vers le moteur gravitique pour essayer d'improviser une réparation. Les autres inspectent la structure, car les chocs à l'arrivée a pu l'ébranler et y causer des fissures. Seul, le géologue reste à faire des relevés pour tâcher de comprendre mieux l'astre. Pour voir les moteurs, Jacques doit sortir. Alors, Alof Jaman l'invite à prendre quelques précautions. Jacques acquiesce. Au-delà du sas extérieur, ils sont les premiers à mettre le pied sur le sol, et cela fait une sensation étrange. L'extérieur est un domaine totalement différent. On s'habitue vite à la vie dans un vaisseau. Jacques, néanmoins, est heureux de sortir enfin. Ils commencent leur tournée, mais soudain, Alof Jaman semble affolé. Jacques, c'est fini pour nous. À moins d'un miracle, cette planète sera, dès à présent, notre sanctuaire. Pourquoi? S'étonne Jacques. Regarde. Le moteur a disparu. Il a été arraché lors du choc que nous avons eu dans le trou l'autre jour. Ce ne sont pas quelques dégâts, mais le vaisseau est amputé de son membre principal. Ce n'est plus qu'un conteneur errant dans l'espace. Il ne mérite plus son nom de vaisseau. Le conquérant n'est plus qu'une épave. Jacques voit sur l'avant de l'astronef un trou énorme. Il se demande: comment Novam peut-il prétendre que je vais retrouver Aqualus aussi facilement? Par quel miracle, si cela se pouvait, la retrouverais-je? Après cette amère constatation, Jacques et Alof rentrent au vaisseau. Bientôt tous se retrouvent dans le réfectoire. Starker invite les différentes équipes à faire un point sur leurs investigations. Mes chers amis, je vous réunis tous car notre situation semble extrêmement difficile. Ainsi, Jacques et Alof décrivent ce qu'ils ont vu du moteur éthérique. Jamais une semblable situation n'a été rencontrée. Hélas, leur espoir de retour s'envole à jamais. La suite est pire encore.
Starker prend la parole. Vous comprenez que nous devons rester très solidaires, car, j'ai ajouté, et cela ne va pas vous réjouir, certains le savent déjà, le moteur gravitique est hors d'usage définitivement, aucune réparation n'est envisageable. Pour les réserves alimentaires, intervient Noès, aussi bien qu'en eau, nous ne sommes pas en manque, mais il faudra être raisonnable, car nous n'avons de quoi subsister que pour 6 mois, du fait que des compartiments étanches ont cédé au choc d'arrivée. D'autres hommes sont allés contrôler les sources d'énergie. Les capteurs éthériques fonctionnent parfaitement, mais le fait de ne pas nous ressourcer dans l'espace va les oxyder rapidement. Dans moins d'1 an, ils ne seront plus utilisables. Les mauvaises nouvelles pleuvent ainsi. Personne ne peut contenir son inquiétude. Starker essaye de les rassurer. Je crois que tout espoir de quitter la planète n'est pas perdu, car le poste de transmission éthérique est en état. Vu la distance, le message de détresse arrivera dans environ 3 mois. À cet instant, alors que tous sont pensifs et s'interrogent sur leur avenir, un homme, dont personne n'avait remarqué l'absence jusqu'à présent, arrive. C'est Idriss, le géologue joyeux et heureux, s'exclamant devant tout le groupe. C'est extraordinaire, j'ai la certitude qu'il y a de la vie sur cette planète, non seulement une vie végétale, mais aussi des traces de vie humaine en dehors de la nôtre. Cette vie est dans les sous-sols, cet astre possède un cœur qui recèle une vie. Tous regardent Idriss, se demandant s'il n'arrive pas, lui, d'une autre planète. Il paraît si joyeux. Enfin un espoir perce à travers le groupe. Starker lui aussi sourit, et Novam prend la parole. Mes amis, je ne vais pas vous composer à l'instant un poème, mais je crois que, si Jacques est d'accord, dès que nous aurons établi notre campement sérieusement, nous pourrons aller visiter cette planète qui a peut-être des secrets à nous dévoiler. Jacques est partant pour cette proposition, nul ne le contredit. Alors, tous se mettent au travail, car il faut rendre le vaisseau apte à ses nouvelles fonctions d'habitation statique. Son dernier voyage est derrière lui. Sa vie s'achève sur une planète immobile, et plus d'une fois les étoiles ne se reflèteront sur les ailerons argentés de son dos étiré. Starker est nostalgique, et s'entretient avec Jacques. Tout l'équipage semble heureux des transformations que nous exécutons. Mais moi, je vois que mon vaisseau m'échappe. J'en étais maître depuis sa mise en service. Je l'ai entretenu comme mon propre corps, et ai mis toute ma vie. J'ai visité bon nombre de mondes avec lui, d'étoiles, que j'ai accrochées comme des trophées autour de ma vie. Aujourd'hui, ces étoiles s'enfuient. Elles s'éteignent avec la vie de ce navire de l'espace. Jacques, c'est ma vie qui s'échappe. Je n'en ai plus le contrôle. J'étais le capitaine du vaisseau. Il n'est plus. Que vais-je devenir? Rassure-toi, dès que l'on nous aura retrouvés, tu prendras le commandement d'un nouvel astronef, encore plus performant, et tu accrocheras de nouvelles étoiles. Non, Jacques, plus maintenant. Je n'ai plus envie de refaire un nouveau tour de l'univers. Je veux, après cette route, me reposer. J'ai trop couru. Rappelle-toi, j'ai abandonné Clara pour les étoiles, et j'en ai perdu mon étoile. Je crois que Clara était ma graine d'étoile, comme je pense qu'Aqualus est ta graine d'étoile. Jacques, cette recherche de graines d'étoiles, que cet homme apparu sur l'Unis nous a presque ordonné d'aller chercher, cette graine d'étoile, n'est peut-être pas plus loin que dans notre cœur, que nous devons la trouver. Starker semble pris d'un malaise subite, et s'appuie contre le bord de la table. Il demande à son ami. Jacques, je me sens très fatigué. Peux-tu me conduire dans ma chambre? Je ne me sens pas très bien. Si tu le souhaites, Starker, tu manques de sommeil, tu t'es beaucoup donné ces dernières heures. Pour nous tous. Du repos te fera du bien. Jacques accompagne Starker dans sa chambre. Jamais il ne l'a trouvée aussi faible. Noès les aperçoit et demande si elle peut faire quelque chose. Starker lui fait signe de se joindre à eux. Il s'allonge sur son lit et dit à ses amis. Jacques, Noès, je suis très lasse. Je me sens partir. Je pense que je ne vais pas tarder à vous abandonner. Mes forces me quittent. Je crois que la maladie d'Elvie me gagne et va m'emporter. Et si maintenant Starker avait raison, se dit Jacques, va-t-il être emporté par ce mal étrange? Mais lui qui est si bon, et qui a aussi sacrifié sa vie, pourquoi doit-il mourir?
À ces questions, Starker intuitivement répond. Je t'ai conduit jusqu'au bout de mes possibilités, tenant que mon vaisseau est détruit. J'ai fait mon travail. Durant ma carrière de pilote, j'ai traversé plusieurs fois la galaxie. Tu ne peux imaginer tous les astres que j'ai pu côtoyer. Naviguant autour d'eux, je m'en sentais maître, j'étais leur berger. Elles, mon troupeau. J'aurais voulu contrôler leur destin, mais l'univers a ses lois, et je dois les subir, telles qu'il en a été décidé. Dans mon vaisseau, j'ai cru être un moment le maître du ciel, mais un jour, je t'ai rencontré, toi le terrien, le vendeur d'aspirateurs. Tu as bouleversé ma vie, avec la graine d'étoile. Tu as tracé un sillon lumineux dans mon ciel personnel. Depuis, je ne contrôle plus rien. Clara, mon étoile intime, je l'ai tuée par ma bêtise. Alors, aujourd'hui, elle vient me chercher. Depuis quelques jours, je sens sa présence autour de moi. Je la rejoindrai dans la mort. Sûrement sera-ce là ma liberté. Mais Jacques, va jusqu'au bout de ton chemin. Trouve ce pourquoi nous courons tous. N'abandonne pas parce que je disparais, au contraire. Tu es libre car je ne t'étoufferai plus. Tu seras le capitaine et tout l'équipage te sera dévoué. Jacques, il y a une chose que je ne connais pas et je souhaite que tu le trouves pour nous tous. Découvre ce qu'est l'amour. J'ai l'intuition que c'est la clé de notre quête. Comme te l'a dit Novam, trouve et tu retrouveras ta moitié manquante. J'ai l'impression que l'esprit de cette planète me parle, et il me dit « Pénétrez mon mystère et rendez-moi ma lumière ». Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais n'hésitez pas à explorer cet endroit. Noez, j'ai pour toi les meilleures pensées, car si nous ne t'avions pas trouvé, notre esprit serait encore encombré de nos pires idées, et nos pensées seraient encore nos corruptrices. Tu nous as lavés de nos fautes par ta jeunesse et ta pureté. Si ton père est à ton image, ce doit être un saint homme. Mes amis, je sens que mon corps s'emplit de chaleur. La paix se pose en mon esprit. Mes pensées enfin s'apaisent. Je me réconcilie avec mes remords, mes ennemis. Je les bénis pour la richesse de leurs conflits. Je remercie mes amis de m'avoir supporté, et toi, Jacques, de m'avoir libéré de ma carapace étoilée, de m'avoir fait découvrir cette graine d'étoile qui brille maintenant devant mes yeux. Trouve l'amour. Tu découvriras où placer la clé de la liberté que tu es seul à posséder. Prends soin de Noez, elle porte un enfant. J'en suis le responsable, car il porte la marque de mon équipage. J'espère seulement qu'il est le fruit de l'amour, non celui de la folie d'un homme. Il est la marque de l'amour, assure Noez, et je le porte avec bonheur. Je suis fier de celui qui l'a conçu. Jacques, je m'éteins. Mes yeux se voilent, mais écoute-moi. Il y a un moyen de quitter la planète. Prends le vaisseau qui nous a libérés d'Elvie. Starker se détache de son corps doucement. Noez le sent et le prend contre elle. Elle pose un léger baiser sur ses lèvres. Starker se détend totalement et expire son dernier souffle. Les yeux fermés, il s'est éteint. Se redressant, Noez regarde le corps inerte. Et quelques secondes après, une lumière incandescente commence à luire de ses membres et de son corps entier. Bientôt, l'intensité est si forte que Noez et Jacques sont aveuglés. Ils perçoivent 3 rayons lumineux s'échapper bien au-delà de la chambre, comme traversant les murs et l'espace et se propageant en dehors de l'univers. Puis, la lumière s'interrompt, et du cœur de Starker, un tout petit point incandescent, d'une brillance supérieure à celle d'une galaxie, s'échappe doucement et monte, en tournoyant, virevoltant autour de Jacques et Noez et, d'un coup, s'enfuit vers l'infini. Le corps de Starker disparaît subitement, comme aspiré par le cœur de la planète. Le compagnon de Jacques n'est plus, lui qui, du premier jour de leur rencontre, l'a suivi partout. Jacques a perdu son guide aujourd'hui.
Il doit terminer la route lui-même. Noël se tourne vers lui. Tu ne dois pas t'attrister. Il t'a mené au carrefour de ton avenir, et tu dois prendre le relais. Je pense que sa disparition est le signe d'un changement profond qui doit s'effectuer pour le groupe. Cette planète est un mystère. Nous n'en partirons que si nous le découvrons, Jacques. Il appartient à toi seul de nous guider, car tu n'as plus l'entrave d'être, malgré ton amitié avec Starker, dépendant de lui. Fais un acte constructif sur cette planète, et donne aux hommes, qui t'accompagnent, plus que de l'espoir, mais de l'amour. Car actuellement, ils sont seuls dans cet univers, qui leur paraît sans limite. Peut-être suis-je dur après la mort de ton ami, mais tu n'as pas le droit de pleurer. J'ai ressenti beaucoup de joie lorsque je l'ai pris dans mes bras pour l'embrasser. Il était heureux de mourir pour te laisser sa place. Jacques retient son émotion pour cette mort surprenante, et Jacques dit à Noël: Tu as raison, je retiendrai mes larmes, tu restes Starker et moi, nous attendions à partir ainsi, un jour. Cette maladie qui l'a tué, je l'ai aussi. Nous l'avons attrapée ensemble par notre insouciance, alors que d'autres étaient peut-être en danger. Je dois assumer cette réalité et je n'abandonnerai jamais. Novam, derrière la porte, a assisté à l'avènement et confirme les paroles de Noël. Mais pour donner de l'espoir et du courage à Jacques, il lui dit: Dans l'univers, il n'y a pas un homme juste qui meure inutilement. Une vie sacrifiée en sauvera 10, voire encore plus. Je ressens que la justice absolue triomphe toujours et que notre vie ne finit pas consumée ou dans un trou. Mais un jour, nous connaîtrons la vérité. La mort sera derrière nous. La vérité de la création et de l'univers nous touche à chaque instant de notre vie et nous pénètre dans toutes nos fibres. Mais la réalité est souvent cachée si près que nous ne la voyons pas. Notre vie ordinaire est un leurre. Tu as raison, Novam, dit Jacques. Nous nous attachons aux apparences. Ce qui nous rend tristes souvent est le fait que nous ne comprenions absolument rien au fil conducteur de cette vie. Nous pleurons à cause de notre ignorance. Pour ton ami Jacques, un poème me vient en tête, dit Novam. Le grand maître des étoiles a disparu, laissant devant lui un ciel totalement nu. La mort engloutit ses rêves de conquête, laissant la place à un cœur en fête. Nul amour ne soit envahi de tristesse, car le défunt est parti dans l'allégresse. Fidèle, il suivit celui devenu l'élu. Alors, amer, il en découvrit la vertu. L'oubli du but le détourna vers ses passions. Aussi l'autre l'éveilla à sa libération. Guidé par le flambeau de la lumière, il fit tomber d'un trait toutes les barrières. Et après avoir posé sa nef céleste, sacrifia sa vie pour délivrer le terrestre. Un baiser délivra de la mort pour toujours celui qui maintenant est touché par l'amour. Entendant ces paroles, Noël, pourtant solide, pleure le pilote du grand vaisseau échoué. Elle s'effondre sans connaissance. Aussitôt Jacques appelle le médecin. Noël ouvre les yeux bientôt, mais, par précaution, il l'emmène en observation. Après quelques examens, le médecin rassure Jacques et Novam. Rien de grave. Mais Noël est un peu faible, car elle a une carence alimentaire, car son bébé a énormément poussé durant notre plongée dans le trou éthérique. Son enfant a maintenant 156 jours sur nos appareils. Cela laisse à croire que nous avons vieilli d'autant pendant ce passage dans l'espace, sans nous en rendre compte. Seul l'enfant a réellement suivi la courbe du temps durant le phénomène. Personne ne s'en est aperçu, sauf la nature. Le médecin explique aussi pourquoi Starker lui aussi a disparu subitement, lorsque Jacques lui fait part de sa disparition. Les cellules de notre chef ont, elles aussi, vieilli de plus de 4 mois environ, ainsi que pour nous. Aujourd'hui, après la mort de Starker, l'équipage n'est plus que de 12 hommes, avec Jacques, Novam et Noël, 15 âmes perdues aux confins de la galaxie. Tous se mettent au travail. Idriss le géologue commence ses observations afin de remettre leur chronocristal à l'heure réelle de l'UNIS.
Jacques rejoint Idriss, qui vient de finir ses calculs. « Alors, savez-vous où nous en sommes dans le temps ?» Après une longue explication sur le temps, l'espace et l'éther, Idriss dit à Jacques. « En bref, nous avons parcouru une distance impressionnante, mais cela sur exactement 153 jours, 3 heures et 28 minutes. Nous avons vécu au ralenti, sans nous en rendre compte. Notre horloge cérébrale s'est ralentie, mais celle éthérique de notre corps a suivi celle de l'univers. Cela confirme bien ce que pense le docteur Sophis. Cela explique pourquoi l'enfant de Noès a autant poussé. Encore un trou équivalent, et elle sera à terme, dit Jacques. Nous ne risquons plus de passer dans un tel trou, heureusement. Idriss, vos instruments ont détecté une forme de vie sur la planète. De quelle nature est-elle, à votre avis? Il ne s'agit pas d'un avis, Jacques, mais je suis sûr qu'il y a une vie humaine en dehors de nous, ici. Comment pouvez-vous en être sûr? Nos capteurs sont étalonnés pour détecter avec précision les formes de vies humaines, afin de pouvoir trouver des hommes égarés ou en difficulté. Nous disposons toujours de ce type d'instruments dans nos vaisseaux. Bon nombre d'hommes ont été sauvés grâce à cela. Vous pouvez savoir où se trouvent ces êtres sur la planète? Pouvez-vous nous y conduire? À 10 mètres près, je peux le savoir. Et alors maintenant, où sont-ils? J'ai déjà fait une recherche, mais l'endroit est trop surprenant pour être réaliste. D'après le détecteur, il semblerait qu'il y ait plusieurs personnes exactement au quoi, Idriss? Au centre géodésique de la planète. Mais le centre n'est-il pas rempli de magma poussé à une pression inimaginable, à une température colossale? En tant que géologue, je devrais en toute logique vous approuver. Mais cette planète semble contenir bien des mystères, et l'étude que j'ai commencée de sa croûte planétaire est bien surprenante. Y a-t-il un moyen d'y accéder? Je n'en ai aucune idée, et s'il y a un passage, il n'est pas évident que nous réussirons à nous y introduire. De plus, la distance est très grande pour atteindre le centre. Il nous faut parcourir près de 6000 km à la verticale, et nous ne possédons pas de corde assez longue pour descendre dans un tel puits, s'il existe. J'ai tout de même envie de rechercher ce puits. Peut-être sera-t-il accessible? Jacques, j'apprécie votre courage et votre optimisme. Je veux vous aider dans ce sens. Mais pendant que Jacques et Idriss commencent à élaborer ce projet, une tempête se lève, imprévue et soudaine. Quel est ce bruit sourd que j'entends tout à coup? Comme venant de l'extérieur, demande Jacques. Idriss, aussi surpris, questionne le CP qui lui indique que le vent s'est levé autour du vaisseau. Ils peuvent voir le ciel entièrement couvert de nuages, d'un gris d'encre, ne laissant plus passer la lumière rasante de l'étoile, et des blocs de glace volaient en rase-motte à vive allure, parfois percutant la carlingue et donnant des coups étouffés qui résonnent dans le vaisseau. La journée passe, la tempête ne semble pas s'apaiser. Le lendemain, le temps est toujours identique, et malgré quelques investigations, Idriss ne peut se transformer en grenouille afin de prévoir la météo. Mais Jacques ne veut pas baisser les bras, et commence les préparatifs. 2 jours passent, puis 3, 4. Enfin, le vent semble avoir faibli. Alors Jacques invite tous ses amis à se réunir dans la grande salle à manger. Mes chers amis, voici 11 jours que nous sommes bloqués dans notre vaisseau par les conditions météorologiques. Mais le vent semble faiblir, et comme vous le savez, je compte sortir pour trouver une trace de vie humaine sur la planète. Peut-être sera-ce pour nous la possibilité de trouver de l'aide. Soyons positifs et confiants. Nous n'allons pas aller trop loin pour notre première sortie. Mais surtout nous habituer à nos scaphandres et aussi enfin mettre le pied dehors. Demain, nous testerons le matériel et après-demain, si le temps le permet, nous sortirons un peu plus longtemps pour chercher les traces de vie. Je veux connaître parmi vous quels sont les volontaires pour me suivre. À l'unanimité, tous approuvent et veulent suivre Jacques. Seul, Noès reste en retrait. Jacques la voit et dit « Mes amis, je vous remercie tous de vous proposer pour me suivre. Mais nous avons parmi nous Noès, qui en raison de sa grossesse, ne peut nous accompagner. Il serait sympathique qu'au moins l'un d'entre nous puisse rester avec elle. » Novam se propose, mais Noès lui dit « Je te remercie, mais je pense que, si vous êtes attiré par cette mission, il est normal qu'aucun d'entre vous n'en soit privé. Je suis un peu faible, parce que l'enfant que je porte me fatigue parfois, mais une femme enceinte n'est pas une handicapée. Alors je peux rester seul. Maintenant, je connais ce vaisseau suffisamment bien
pour vivre sans votre aide. Je vous propose d'emporter vos appareils télépathiques afin que nous restions en contact si nécessaire. Je pourrais vous être utile. La journée à venir sera éprouvante, pense Jacques. Aussi, tous se couchent de bonne heure. Mais en partant vers sa chambre, Jacques retrouve Noëz et lui demande « N'as-tu pas de regret de ne pas nous suivre, toi qui t'es comporté à l'égal des hommes dans ce vaisseau ?»« Non, Jacques, pourquoi aurais-je des regrets? Je porte un enfant. Vous, non. Je pense que vous ferez des découvertes. Mon but aujourd'hui est de donner vie à l'enfant de notre expédition. Je pense aussi que vous avez raison de sortir et d'aller à la recherche de la vie sur cette planète, et je te conseille de faire confiance en ta bonne étoile, d'oublier tes peurs, et surtout, ne jamais faire demi-tour. Ne reviens pas les mains vides, car je pense que ta route ne s'arrêtera pas là si tu réussis. Sache que je t'aime, toi et tes hommes, comme un seul. Et Egost n'est plus, mais sa vie est en moi. Je suis sa nouvelle conscience, tu vois, je ne suis pas seul. À cet instant, Noëz approche ses lèvres de celles de Jacques, et l'embrasse un bref instant, se retourne et disparaît dans sa chambre. Jacques reste sur place. Sa tête est vide, ses lèvres encore parfumées de la senteur douce de Noëz. À son contact, est-ce magique? Jacques ne peut penser, mais Noëz le fait si bien à sa place. Il franchit à son tour le pas de sa porte. À peine allongé, il s'endort dans l'instant.